Paris Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Massacre à la tronçonneuse, le remake. L'histoire. En 1973, lors d'une perquisition à la ferme de Thomas Hewitt, ancien employé de l'abattoir de Travis County au Texas, la police découvrait les restes de 33 êtres humains. Cette effroyable trouvaille mit en émoi la population locale, arborant les grotesques masques de chair de ses victimes et brandissant une tronçonneuse. Le tueur fut macabrement surnommé Leatherface. Les autorités locales abattirent un homme portant un masque de cuir, mettant ainsi fin à l'affaire. Mais au cours des années suivantes, plusieurs personnes accusèrent la police d'avoir bâclé l'enquête et d'avoir tué un innocent en toute connaissance de cause. Pour la première fois, la seule victime ayant survécu au massacre brise le silence et raconte ce qui est vraiment arrivé cette nuit-là, sur une route déserte du Texas, où 5 personnes qui, sans le savoir, roulaient vers leur pire cauchemar. Oh oui. Ce film est tel le Messie, un pur chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu dont je vais vous parler. J'ai été vraiment étonné de constater que sur l'ensemble des critiques de YouTube, youtubeurs et youtubeuses diverses concernés par le genre, fantastique, horreur, film d'épouvante et de terreur, eh bien, il n'y a pas un seul francophone qui ait pensé à faire cette critique. Eh bien, tant pis pour eux, et tant mieux pour moi. Aujourd'hui, c'est vraiment un véritable chef-d'œuvre dont je vais vous parler. Tout d'abord, vous remettre dans le contexte de l'histoire de ce Leatherface, l'homme au masque de cuir. En 1973, Tobe Hooper signait une œuvre crue, quasi documentaire, du film de genre, inspiré, je le rappelle, d'une histoire réelle, de faits réels, et il livrait une version abrupte, non moins, bien sûr, intéressante, mais quand j'ai vu ce film-là, je l'ai trouvé bon, mais ce qui m'a dérangé, c'est le fait d'avoir filmé de bout en long, quasiment tout le temps en quasi-documentaire. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et puis, sans bien entendu enlever la qualité et la valeur de l'œuvre originale, force est de constater que celui-ci avait quand même pris un sacré coup de vieux, avait mal vieilli. Et nous voici en cet été 2003, où ce film est sorti aux États-Unis. Et je peux vous dire que ça a été pour moi vraiment un véritable électrochoc, puisque j'en parlais dans des vidéos précédentes. Quand je vois un film de genre d'horreur, ce que je lui demande, c'est de me faire vraiment au minimum, vous voyez, ici, qu'il y ait une réaction épidermique sur mon bras, que les poils se lèvent.
minimum syndical. Et là, opération réussie. Marcus Nispel signe dans son premier film, ici, un premier chef-d'œuvre. Et vraiment, chapeau l'artiste. Vraiment bravo. En plus, ce réalisateur ne vient pas du cinéma classique, puisqu'il vient du monde des vidéoclips, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma de genre. Il signe là un film remarquablement photographié et réalisé. Et c'est primordial dans un film d'horreur de genre. S'il n'avait pas ces éléments, ces éléments indispensables au succès de l'ambiance du film, je vous garantis que vous aurez une merde. Là, on a je dirais, quelque chose de magnifique et c'est sublime. Franchement, ce film, je l'ai vu il y a déjà longtemps. Je l'ai revu et revu. Donc je l'avais vu au cinéma à sa sortie en salle. Il y a maintenant, il y a 13 ans. Hein. Et c'est un film. Et rappelez-vous ce que je vais vous dire. Si vous êtes vraiment un fan, comme moi, vraiment de films d'horreur, un film que l'on se rappelle dans 10 ans, il n'y a pas de problème. Tant ici, cette première œuvre est une vraie claque dans tous les sens du terme. Ça vous marque, c'est viscéral. Nispel, vraiment, c'est la musique là aussi qui monte là. Il donne quelque chose de vraiment, c'est vraiment tendu comme film. Hein, vous risquez pour votre vie à chaque moment, je peux vous le dire. Enfin, dans le film. Hein. Et c'est magnifiquement, et bien pensé. Tous les détails, tout simplement, du processus de la mise en route, si je veux dire, je fais beaucoup de, je fais beaucoup de suggestions à l'esprit, mais c'est quelque chose, voilà, qui monte crescendo et la tension est de plus en plus palpable jusqu'à l'arrivée de Leatherface, mon héros. Ce personnage est pour moi dans le monde horrifique, dans le monde du genre, hein, des films de genre, c'est vraiment pour moi un des piliers indispensables. C'est une figure vraiment emblématique, une figure iconique, c'est une légende, tout simplement. Et ici, c'est interprété par un acteur que le grand public ne connaît pas forcément, qui a fait beaucoup de second rôles. Il a joué par exemple dans Any Given Sunday avec Al Pacino, où il jouait un footballeur américain complètement dopé aux amphétamines. Et ici, en fait, il le dit lui-même dans les nombreux bonus du DVD. Il était né pour faire ce rôle. Hein. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est Leatherface. Alors, bien sûr, les puristes vont me dire, mais il y a Gunnar Hansen dans le premier Massacre à tronçonneuse. Bien entendu, Gunnar Hansen, il ne sera jamais remplacé. Il ne faut pas comparer avec Andrew Briniaski qui fait ce nouveau Leatherface. Il faut quand même bien faire une différence fondamentale entre ces deux films. Celui de Hooper et de Nispel. Nispel a voulu vraiment respecter au mieux possible l'ambiance et le processus, comme je vous en parlais,
eh bien, de la tension du film. C'est méga important dans les films de genre. Puisque, si vous remarquez bien, ça commence généralement le jour, et puis petit à petit, eh bien, ça finit dans la nuit. Les ténèbres tombent. Elles tombent, les ténèbres, sur les pauvres âmes qui s'aventurent dans la nuit noire. Nispel, donc le réalisateur de ce nouveau Massacre à la tronçonneuse, le dit, alors c'est passionnant, dans les commentaires dans le film, puisqu'on peut revoir le film intégralement avec divers intervenants, dont le réalisateur. Et j'ai revu le film en entier, bien sûr, avec les commentaires. Donc en tout, j'ai vu le film 4 fois. Et j'adore, quoi. Parce qu'on apprend plein de détails, de choses intéressantes dans la réalisation, les soucis qu'ils ont eu avec la censure, qui n'est pas mince chose aux États-Unis. C'est pas la même qu'ici en France. C'est vraiment passionnant, quoi. J'ai vraiment savouré ça à chaque instant. La différence fondamentale entre ces deux films, c'est que, à part Leatherface, eh bien, tous les autres personnages sont inventés dans ce remake. Il n'y a pas eh bien, d'autres personnages que notre ami Thomas, dit Tommy pour les intimes, comme personnage comparable avec les deux films. Enfin, je veux dire, présent dans les deux films. Bien. Alors, le jeu des acteurs-actrices. Et je vais insister particulièrement avec, sur trois personnes. Pour moi, bien entendu, Andrew Brignaski, dans le rôle de l'homme à la tronçonneuse, qui signe là, je peux dire, une performance qu'ils appellent aux États-Unis le body language. C'est-à-dire, comme c'est un personnage muet, le tueur, tout comme Jason Voorhees dans Vendredi 13, c'est tout par le langage du corps. Et je vous garantis que là, il vous fait une performance d'anthologie, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment le rôle de sa vie. Il n'y a pas à chier. Il est remarquable, quoi. Tout comme notre ami le shérif Hoyt. Qui est interprété par Hermie. Mais comment ne pas oublier, oublier pour ceux qui ont vu le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, le sergent-chef instructeur des Marines, Hartman. Pour moi, c'est inoubliable, que je l'avais vu quand j'avais 16-17 ans. Et je m'étais régalé, quoi. Il a une niaque, enfin je veux dire, il a un potentiel dans des phrases cultes, quoi. Et ici, il est vraiment parfait dans son rôle. Il n'y a pas à chier, quoi. Quand on le voit débarquer de sa voiture et les jeunes le voient arriver et disent, ils se disent plus ou moins, ah ça y est, on est sauvés. Ils savent pas qu'est-ce qui les attend. Ouais, bravo, Hermie, c'est vraiment un grand acteur, quoi. Il n'y a pas à chier. Le fait c'est que aussi le doublage est vraiment, il est parfait pour cet acteur. Les autres aussi sont très bien doublés, même excellemment. Mais vraiment, Hermie, l'acteur qui le double, putain, je ne peux pas trouver mieux, quoi. Il a une voix de vieux salopard. Je vous donne une réplique comme ça, que j'ai en tête. J'ai pas une voix d'homme un peu plus âgé, une voix un peu plus grave, mais ça
Ça vous donne à peu près quelque chose comme ceci. Il dit quand il débarque sur la scène, si on peut dire, de crime, au début du film, il arrive et puis il dit, en regardant le trou en fait dans une vitre, mon petit doigt me dit, il me dit, j'ai une déduction à 2 balles, mais mon petit doigt me dit que la victime se trouve sur la banquette arrière. Mais avec une voix vraiment de vieux salopard. Et c'est ça pendant tout le film. Et je me suis régalé, quoi. C'est vraiment... on ne peut pas trouver plus ordure que lui, quoi. Et la troisième, et non pas les moindres, là... divine, majestueuse... la femme, quoi. Jessica Biel. Ouais. Et ouais. Ouais. J'aime bien cette fille. Elle joue pas souvent, mais moi je trouve que c'est une bonne actrice. Et là, pour moi, elle fait le rôle de sa vie parce que elle s'investit vraiment complètement dans ce qu'elle fait. Elle est parfaite, quoi. Faut pas trouver mieux que Jessica Biel pour cette fille au t-shirt mouillé. Mais pas que. Vraiment, elle se donne vraiment d'elle. Et c'est intéressant parce que dans un des bonus, elle dit qu'en fait, elle n'est pas douée en général pour pouvoir crier plusieurs fois, parce qu'après elle perd sa voix. Et là vraiment, on la voit vraiment, putain, elle se donne, quoi, dans le making-of. Et je trouve ça génial, quoi. Et ouais, elle joue vraiment très bien, quoi. Sans occulter les autres personnages, ceux qui sont secondaires et qui meurent vite dans l'histoire. Ils sont aussi, comme Erika Larsen, ils jouent bien. Mais bon, ce sont des personnages secondaires. Mais ils sont pas inintéressants. Mais mes pauvres chéris, ben, ils disparaissent vite dans l'histoire, comme je vous l'ai dit. Les effets spéciaux et tout ce qui est maquillage, prothèse, tout ce qui est le masque et prothèse, de Leatherface, effets spéciaux gore, effets, on appelle les effets CGI, hein, n'est-ce pas, sur tout ce qui est ajout par ordinateur. Ouais, il y a pas à chier. Bon, bien sûr, c'est un film qui a très long d'âge, mais c'est vraiment très bien réalisé, hein, il y a pas à chier. Paradoxalement, pour un film s'appelant comme ça, je m'attendais à plus de gore. Et il y en a, il y a 2-3 scènes qui sont gore, mais c'est pas plus que ça. En fait, la terreur est vraiment plus suggérée, hein. Et il y a une scène qui a été... il y a eu un problème au niveau de la censure. Ils ont été obligés en fait d'arrêter à ce moment-là. Je ne vais pas rentrer en détail, en fait. C'est juste qu'il y a un personnage qui se retrouve accroché quelque part. Et Leatherface commence à le découper par l'entrejambe. Et là, ça a été... la scène a été censurée. Bon. Et j'insiste sur ce problème parce que vraiment, ils ont eu beaucoup de mal à l'époque concernant la censure. Et ce qui fait qu'on n'a pas, ce n'est pas un film director's cut, hein. C'est la version cinéma, hein. Et c'est dommage puisque moi, j'aimerais bien qu'un jour il y ait une version director's cut pour avoir tout le gore dont je rêvais, les scènes de gore, dont celle-ci particulièrement, dont je viens vous parler. Bien. La musique du film, vous l'avez en fond sonore.
Elle est magnifique, superbe. Elle correspond exactement à l'univers du film. Elle est géniale. C'est signé par Pat Jablonski, qui est, ouais, elle est discrète, mais dans des tons graves et je dirais des tons, voilà, enfin, ça vous fait une musique d'ambiance d'enfer et une tension palpable dont je vous parlais dans le film, qui monte avec la musique. Et c'est des effets aussi sonores que l'on retrouve. Il n'y a pas que la musique en elle-même, qui sont aussi discrets, mais ils collent bien à certains moments du film. Et ça vous fait vraiment une ambiance musicale et sonore magnifique. Maintenant, eh bien, je vais, comme mon habitude, vous parler de la fiche technique du film. Alors, il faut savoir que, alors je vous le répète, c'est réalisé par Marcus Nispel, qui est sorti le 21 janvier 2004. Alors là, il y a une erreur, puisque moi j'ai pris mes informations sur le site allociné.fr et je pense que ça c'est la sortie du DVD. 21 janvier 2004. Il y a à mon avis quelque chose d'erroné. Bon, je revérifierai sur internet si je peux trouver la date de sortie exacte au niveau du cinéma, puisque également la date de sortie du DVD ne correspond pas, puisque celui-ci est sorti d'après la date qui est marquée derrière. Si je la trouve, elle est sortie en 2003. Oui, 2003. Le film, le DVD est sorti en le DVD est sorti en 2004. Alors, ce 21 janvier devrait correspondre à la sortie du DVD. Écoutez ce passage. Ça annonce l'arrivée de Leatherface. Thomas Hewitt. C'est une figure emblématique, ne l'oubliez jamais, du film slasher. Bien. Merci pour votre attention. Et c'est vraiment une musique vraiment méga importante. D'ailleurs, je vais vous remettre un passage. Donc c'est le premier, voilà, le premier thème. Alors attendez voir que je le retrouve. J'en profite pour vous dire en même temps au passage que je me trompe pas dans mes dans mon agenda de critiques que je vais faire, qui vont être assez nombreuses d'ailleurs pour ce mois d'août, puisque après avoir fait celle-ci, je vais faire celle de Massacre à la tronçonneuse au commencement. En fait, donc c'est le préquel de ce film, où j'en parlerai à la fin de la vidéo. C'est pour vous dire que il y a un bon mois d'août qui s'annonce. J'essaierai autant que possible de vous mettre des critiques de films d'horreur et autres films que j'irai voir au cinéma si j'y vais. Je pense que je vais aller voir d'ailleurs prochainement Suicide Squad. Bon, je vais vous remettre, si j'arrive à relancer ma musique, voilà, de Steve Jablonski et non pas Pat, c'est bien Steve, et c'est le premier thème du film. Voilà, écoutez bien comment ça part. C'est solennel, j'adore. Bien.
Alors je continue avec la fiche technique du film. Bien sûr, c'est avec dans les rôles principaux, je le répète, Andrew Briniaski, Lee Ermey, Jessica Biel, Jonathan Tucker et Erika Learsen. Film américain présenté comme genre épouvante horreur. Je dirais, c'est un film pour moi c'est un film bien sûr d'horreur, mais qui est vraiment axé sur la terreur. Hein. C'est un film qui est censé vous terroriser. Et pour moi, il tient absolument ses objectifs. Il faut savoir alors qu'il a remporté une nomination au festival du film fantastique de Gérard May en 2007, qui s'est déroulé en France. Il a été nommé lors de la nuit Massacre à la tronçonneuse. Et bien franchement, c'est vraiment pas grand chose qu'il a eu. Je trouve ça injuste. Il aurait dû remporter le festival. Enfin, il aurait dû avoir le prix du festival du film fantastique. Parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Maintenant, quelques chiffres. Alors, concernant le box-office, les résultats du box-office, j'ai plusieurs chiffres à vous communiquer. Alors, tout d'abord, ce remake, il est un véritable carton dans son pays d'origine, réalisant lors du premier week-end d'ouverture en octobre 2003 des recettes de plus de 80 millions de dollars. En dehors des États-Unis, cependant, il n'attire pas les foules, puisque le film ne fait que 26 millions et 500 000 dollars de recettes, tout pays confondu. En France, avec 241 320 entrées, il réalise un chiffre de... alors là, à mon avis, il doit y avoir aussi un... Je sais pas si vraiment ils sont trompés ou pas, mais en fait, le montant ne correspond pas au nombre d'entrées. Donc peut-être que en fait, c'est peut-être possible. Pour moi, ça me paraît bizarre qu'il aurait fait 1 468 107 dollars. Là aussi, il y a un problème parce que on n'est pas en dollars ici, on est en euros. Alors bon, je pense qu'il faut prendre quand même ces chiffres vraiment avec précaution, puisqu'ils ne collent pas du tout au résultat. Parlant du box-office en France, en plus je constate ici que c'est un score qui est vraiment super moyen, quoi. Le fait de sortir en été, pour moi, c'est propice aux slashers et aux films de genre. Et là, ça n'a pas fait déplacer les foules. Bon, il faut reconnaître que le film, les films d'horreur en général, c'est plus, ça vise plus un public d'adolescents et de jeunes adultes. Mais pas que. Il y a aussi des adultes matures, comme moi, puisque j'ai 46 ans, qui fait partie du noyau dur, des fans de films d'horreur quand même, il faut quand même le préciser. Pas tous, mais je veux dire, il y a quand même des personnes qui ont mon âge, qui sont vraiment des fans de la première heure, des films de genre. Et c'est un résultat au box-office qui n'est pas mérité, c'est bien dommage. Il faut savoir que ce film avait un budget de 9 millions et 200 000 dollars. Au total, le film engrange plus de 107 millions de dollars pour un budget minime de 9 500 000 dollars, ce qui constitue un grand succès. Oui, assurément, puisqu'il ne faut pas oublier en fait aussi
euh, toutes les recettes locatives, hein, qu'à l'époque encore existaient hein, les vidéoclubs, qui malheureusement ont quasiment tous disparu, c'est bien dommage. Et sans oublier bien sûr le fait... bon, ça c'est une édition qui n'est pas locative, hein, puisqu'elle est collector. Hein. Et il y a aussi le fait d'avoir vendu des DVD dont je tiens un exemplaire dans les mains, bien évidemment hors location. Ce qui nous amène bien sur la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie de ma longue critique, hein, puisque c'est une émission spéciale, je vous le rappelle. Je vais vous parler maintenant des quelques anecdotes et faits de tournage dans ma petite rubrique interne. Le saviez-vous? Le remake d'un classique de la peur. Massacre à la tronçonneuse est le remake du long métrage éponyme réalisé en 1974 par Toby Hooper. Voilà. Et il est considéré comme un classique du film d'horreur. Puisque, bien évidemment, pour moi, mais pour aussi beaucoup de personnes, c'est une référence du genre. Il est réalisé pour à peine 150 000 $ à l'époque. Hein. Le premier du nom rapporta plus de 100 millions de dollars de recettes à travers le monde et consacra le personnage de Leatherface comme l'un des plus célèbres monstres du 7e art. Absolument. Pas que du film de genre, mais du 7e art en général. Et c'est incontestable. D'après une histoire vraie, je vous en parlais au début, Massacre à la tronçonneuse est inspiré de faits réels. En effet, le 20 août 1973, la police du Texas fit une macabre découverte. Dans la ferme de Thomas Hewitt, ancien employé d'abattoir, les restes de 33 victimes humaines. D'horribles crimes perpétrés par un sinistre individu arborant les masques de chair de ses victimes, et toujours muni d'une tronçonneuse, auquel fut donné le nom de Leatherface. Mais sans oublier que l'histoire dans l'histoire, c'est inspiré de la vie de Ed Gein, hein, le célèbre serial killer, hein, le célèbre tueur en série qui sévit aux États-Unis dans les années 1950, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était au Massachusetts, il me semble. Michael Bay à la production. Et oui, car c'est sa première production de la société Platinum Dunes, fondée par le cinéaste Michael Bay, qui a entre autres interprété Bad Boys, Armageddon et Pearl Harbor. Ce dernier, qui fut un temps pressenti pour réaliser lui-même le film, explique avoir voulu retrouver l'esprit pionnier du film d'œuvre de Toby Hooper en lui donnant un nouvel élan. Son partenaire Andrew Form argumente le choix d'un tel projet. Une grande partie du jeune public n'a jamais vu le film original. Ben oui. Ben moi à l'époque, par exemple, en 1974, j'avais que 4 ans. Hein. J'étais quand même bien jeune pour aller voir un film comme ça. Hein. Ils ignorent de quoi ils se privent. C'est une des émotions les plus puissantes que l'on puisse avoir dans une salle d'obscur. Oui, assurément. Dynamiser le remake. Le producteur Brad Fuller explique: il fallait garder l'essence du premier film, tout en lui insufflant un rythme et un traitement plus actuel, plus dynamique aussi. Nous voulions que le film soit un thriller psychologique, c'est vrai, que la terreur ne soit pas uniquement viscérale, oui, puisqu'elle est aussi subliminale. Pour moi, en fait, j'insiste vraiment là-dessus, c'est que, et c'est pour ça que Nispel fait quelque chose de très fort, c'est qu'il il vous laisse marmonner, il vous laisse vous dire comment utiliser l'expression adéquate.
il vous laisse, eh bien, je peux vous dire, à vos propres sorts, enfin à son propre sort, le spectateur, vous laisse imaginer qu'est-ce qui va se passer. Et ça, ouais, c'est génial. Et, bien sûr, même si on devine, mais le fait de cogiter ça dans sa tête de spectateur, c'est vraiment remarquable. Il fallait que... Voilà, il explique pour cela, asseoir les éléments d'horreur sur des bases authentiques, en commençant par des personnages réels qui basculent dans une situation qui les dépasse. C'est ça qui est très fort. Alors, il faut savoir que Marcus Nispel, du clip au long métrage, en effet, avant, il venait du monde du vidéoclip. Il signe ici avec ce film, eh bien, son succès, son premier succès. Vraiment, véritablement. Et aussi son premier chef-d'œuvre. Il n'y a pas à chier, quoi. Maintenant, eh bien, la dernière partie de ma critique, je vais vous eh bien, présenter l'édition collector de DVD, éditée chez Metropolitan. Alors, je vais vous montrer la jaquette, elle est simple, mais elle est suffisamment inquiétante. Hein. Et on voit ici les Leatherface et sans oublier eh bien, son célèbre marteau, puisque également, on ne voit pas très bien là, mais il y a son marteau qui est derrière. Voilà. Donc c'est une jaquette qui est sombre, puisqu'il n'y a pas que il n'y a pas que sa tronçonneuse. Il y a également ce marteau qui sert eh bien, à assommer, puis après, pour pouvoir découper en rondelles les pauvres victimes. Il fait partie de son arsenal. C'est important de savoir. Alors, derrière, nous avons, eh bien, c'est une jaquette qui est toujours très sombre, mais ici on voit cette pauvre Jessica Biel, et derrière Leatherface, on devine qui brandit sa tronçonneuse. Voilà. Bon, excusez-moi pour le contre-jour, on voit pas très bien. Bon. Et il y a aussi cette ferme qui est un personnage très important dans l'histoire, puisque pour moi fait partie de l'univers du film qui est très noir. Cette ferme inquiétante ici que l'on devine, voilà, avec des lumières. Et voilà, ça fait comme un petit château, hein, parce que c'est vraiment une grande ferme. Et c'est vraiment un élément très important du film. Alors, maintenant je vais vous ouvrir eh bien, cette boîte. Alors ici, vous avez les deux disques. Voilà. Toc. Bon, rien de particulier à signaler au niveau de la sérigraphie du disque. Ça reprend juste en fait si on est attentif ici aux dents de tronçonneuse, hein, ici. C'est les dents de la chaîne, hein, la chaîne qui entoure la scie hein, de la tronçonneuse, ici. Alors c'est vraiment très simple hein, comme sérigraphie. C'est sombre aussi, rien d'extraordinaire. Ah, ici c'est intéressant, puisque c'est marqué preuve évidence. Alors c'est une enveloppe, et on a ici, bon ben, je l'ai acheté d'occasion, alors je l'ai réparé, puisque elle a été coupée en deux, bêtement, par le propriétaire, sans doute d'avant, et j'ai été obligé de mettre du scotch. C'est dommage, parce que il suffisait simplement de passer un couteau hein, pour décoller l'enveloppe, enfin décoller ici le stickers, parce qu'en fait c'est un sticker qui est derrière, c'est marqué preuve évidence. Et à l'intérieur vous avez des photos de la scène du crime, différentes photos, différentes preuves en fait, hein, photographiées par
par les policiers, avec plein de détails, comme ça fait vrai, quoi. Hein, avec la fiche remplie de différentes informations. En tout, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cartes, genre sous format carte postale, en noir et blanc, qui sont chouettes. Hein. Ça fait quand même quelque chose de collector pour moi qui suis collectionneur. C'est quelque chose qui est bien à posséder. Hein. Je vais vous montrer une photographie. Bon, par exemple là, ici vous avez la célèbre tronçonneuse, n'est-ce pas? Ici, je vous parlais des dents. Hein, c'est les dents qu'on trouve en sérigraphie sur le disque du DVD. Et ensuite, je vais vous montrer, eh bien ici, ouais, celle-là, bien sûr, ma préférée, Thomas Hewitt. Alors, c'est une pochette surprise qui est bien sympa à découvrir. Voilà. Maintenant, le descriptif de ce qu'on retrouve dans les DVD. Alors, dans le premier, le film en version française et en version originale, anglaise. Enfin, anglaise, c'est plutôt l'américain. Les sous-titres français, les chapitres, 3 commentaires audio en VOST, avec plus de 17 intervenants, dont le réalisateur Marcus Nispel, le producteur Michael Bay, les acteurs Jessica Biel, Eric Balfour et Andrew Briniarski. Regret concernant Jessica Biel, celle-ci n'intervient qu'une fois dans le commentaire audio. C'est un peu macho, dommage, hein. Parce que moi j'aurais voulu qu'elle parle plus, hein. En plus elle a une jolie voix, et suave et sensuelle. Dans le deuxième, alors là, moi qui suis friand de bonus et variés, ouais, je me suis régalé. Ce disque, il est bourré à plein, il est bourré vraiment de plein de bonus. C'est un vrai bonheur. Alors là, on trouve les coulisses d'un massacre qui dure 76 minutes, de la préparation du projet et à la sortie du film. Donc là, c'est making of qui est passionnant. Ed Gein, la goule de Plainfield, voilà, hein, qui est au Massachusetts. Cherchez le nom du bled. Massachusetts ou enfin je dirais oui, c'est plutôt dans la région des Grands Lacs. Je sais pas exactement l'état exact aux USA. Enfin, c'est dans le coin, quoi. Dans les années 50, c'est un documentaire sur le célèbre serial killer qui a inspiré l'histoire du film, qui dure 24 minutes. Les scènes, alors il y a un jeu de mots. Les scènes coupées, et c'est marqué entre parenthèses, découpées. Ben, ouais, vous pensez toujours à la tronçonneuse, bien sûr. Les scènes coupées accompagnées d'un documentaire avec les explications du réalisateur, 23 minutes. Le début et la fin alternative du film. Très intéressant. Les auditions de Jessica Biel, Eric Balfour et Erika Lersen, 8 minutes. Les spots TV, les spots différents spots TV en fait. Les spots publicitaires à la télé américaine. Le vidéoclip qui s'appelle Suffocate du groupe Motograder. Le teaser du film par le producteur Michael Bay. Oui, puisqu'en fait, à cause de la censure, ils ont été obligés de mettre cette bande-annonce pour l'audience grand public à la télévision américaine. Et il me semble aussi pour la sortie cinéma. C'est un teaser, une bande-annonce. On voit qu'à la fin, c'est tout en noir. C'est qu'une bande sonore en fait.
Et c'est de la suggestion, et je trouve aussi qu'elle est très bonne, puisque ça fait cogiter le spectateur. Je vous en parlais précédemment. Les galeries alors la bande-annonce du film, non censurée, qu'on le retrouve en version française, les galeries de dessins, des décors de la maison E8 et du visage de Leatherface, et différentes bandes d'annonces d'autres films, aussi disponibles en version française. Faut signaler que tous les bonus sont en version originale sous-titrée. Bon, et c'est vraiment passionnant tout ceci. Alors, en langue disponible, vous avez le français, anglais, sous-titre que le français. Bon, là oui, il y a juste une langue, c'est bête. On aurait pu mettre l'anglais. Format image 1.85 format respecté, 16 neuvième compatible 4 tiers. Piste son, français 5.1, EX Dolby Digital et 6.1 DTS ES. Ainsi que pour l'anglais, sauf que l'anglais, il y a juste 5.1 EX Dolby Digital. Bon, c'est mieux de le voir en français quand même. Bien évidemment, à moins que vous soyez anglophone et vous voyez voir le film. Moi, je suis bilingue. J'ai vu le film en français et j'ai revu le film avec les commentaires sous-titrés des intervenants. Alors, ça vous donne plusieurs choix pour voir le film et c'est quand même sympa. Je le reprécise, la durée du film est de 1h34 et c'est distribué par que je me trompe pas. Oui, c'est bien Métropolitane. Voici ce qui conclut cette longue critique et passionnée. J'espère vous avoir renseigné le mieux possible sur ce film et surtout que je vous ai transmis vraiment ma véritable passion pour ce film. D'ailleurs, j'en suis fan. C'est un film vraiment référence dont je vous ai parlé. Si vous deviez voir un seul film d'horreur en ce mois d'août, en cette torpeur estivale, il n'y a pas à chier quoi. Faut voir ce film. Je lui donne la note presque absolue de. Je veux toujours donner un. Ouais, je veux toujours donner quand même au maximum un 19 sur 20 parce que je donne toujours. Enfin, je veux toujours laisser. Voilà, il y a une note de 1 qui pour moi est bien. Là, je ne vais pas donner la note absolue de 20 sur 20. Puisque le seul bémol que je reproche à ce film, au niveau du scénario, c'est le personnage du gamin qui, pour moi, dans la compréhension et surtout dans l'intérêt même du film, n'apporte rien à l'histoire. C'est la seule chose que je reproche. C'est pas qu'il soit inintéressant comme personnage, mais je vois pas l'intérêt de l'avoir mis là. Bon, même si c'est expliqué dans le making-of, le pourquoi du comment, je pense pour moi que c'était pas nécessaire. C'est mon humble avis. 19 sur 20, je lui donne, c'est vraiment une note pour moi maximale que je peux donner à un film, puisque j'accorde toujours une marge d'erreur, comme je vous ai dit, et c'est quelque chose qui, dans 10 ans, c'est un film qui m'a marqué, qui me marque et qui me marquera, voilà, pour bien d'autres années, j'espère. Au moins, autant que j'ai la mémoire qui fonctionne. Vraiment un film référence que je vous plus qu'encourage,
que je vous recommande avec passion. Merci pour votre intérêt. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Alors, s'il vous plaît, bien entendu, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de dérouler pour plus d'informations à propos de la vidéo. Je peux avoir à mettre des post-scriptum, d'éventuelles informations qui ne me seraient pas venues à l'esprit quand je vous parle. Et je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Franchement, c'est aussi important ceci quand je vous parle, quand je fais mes vidéos, mes critiques, puisque ces deux raisons sont primordiales quant à ma présence sur YouTube. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à échanger. Également, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Twitter, l'après-ciné, que j'alimente régulièrement. Merci pour votre attention. C'était Fred. Bon cinéma, bon slasher, et là, c'en est un vrai. Mais un vrai de vrai. C'était Fred. Salut.